Bonjour tout le monde, je vais vous faire la correction de l'exercice 9.6 qui se trouve à la page 159 de votre polycopier. Pour cela, je vais me baser sur mon corrigé que je vous ai envoyé en fait en parallèle et qui tient sur une page telle que vous le voyez ici. Alors, commençons par lire la donnée de cet exercice 9.6. Une console à la forme indiquée sur la figure. Donc la console, déjà juste pour préciser les choses, c'est pas une console de jeux vidéo, c'est une étagère en fait. Donc elle a cette forme-là en fait. Et puis, c'est ce que je suis en train de dessiner en rouge. Et donc elle est accrochée ici au mur par le crochet et puis elle appuie ici au point d'appui. Donc ici, là, l'espace que je vais dessiner en bleu, mettons, ici, c'est un espace entre le mur et véritablement la console. Donc, il n'y a pas de contact à cet endroit-là. Les seuls points de contact, c'est au crochet et ici, au point d'appui. Donc, cette console, elle est fixée à un mur par un crochet situé à sa partie supérieure, donc ici, et s'appuie sur ce mur par sa partie inférieure, c'est-à-dire ici. On considère qu'il n'y a pas de frottement dans cette histoire. La console a une masse petit m, et son centre de gravité se trouve à une distance A de sa surface supérieure et à une distance B du mur. Alors, ça mérite un petit schéma qui est fait plus précisément dans le corrigé. Mais en gros, si on met le centre de gravité ici, c'est ce qu'on appelle le point G, eh bien, ce point G, il se trouve à une distance du mur qui est la distance B. Donc là, il y a B. Et puis, il se trouve à une distance de la partie supérieure, c'est-à-dire ici, par exemple. La partie supérieure, elle est là, et le point G, il est ici. Donc, la distance de la partie supérieure, de la surface supérieure, c'est la distance A. Ici, il y a le point A. Il y a la distance A, pardon. Donc, on connaît la position de ce centre de gravité de la console. La dernière chose qu'on connaît, c'est la distance du point d'appui. Le crochet est à une distance C du point d'appui inférieur. Ici, c'est marqué C. Donc, cette distance C, c'est la distance entre le point ici et le point là, c'est-à-dire cette distance-là. Là, il y a ce qu'on appelle C. Donc, on a les dimensions A, B, C qui sont censées être connues. Et donc, ainsi que d'ailleurs la masse de la console. Et l'idée maintenant, c'est de calculer les forces qui s'exercent sur la console. Et donc de les calculer, ça veut dire leur norme, c'est-à-dire grandeur, l'intensité en newton, et puis également leur direction. Pour cela, il va falloir les représenter, et s'il y a besoin d'introduire des angles, eh bien, on le fera. Alors, dans le corrigé que j'ai préparé, j'ai refait le schéma ici, sauf que je n'ai pas fait la petite partie vide, en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se trouve donc en réalité ici. Là, il y a une petite partie vide. Et donc, le point d'appui, il est ici, et le crochet, il est ici. Donc là, il n'y a pas de contact, on va dire, avec lui. Alors, quelles sont les forces qui agissent sur cette console? Évidemment, il y a le poids de la console qui s'applique au centre de gravité. Et donc, ce centre de gravité, c'est ce qu'on appelle le point G. Donc, et comme c'est écrit dans la donnée, ce point G, il se trouve à une distance B du mur. Donc, le mur étant ici, le mur, il est là, quoi, en fait. Oups, là, pardon. Le mur étant ici, eh bien, la distance B, c'est cette distance ici. Ça, c'est B. Et puis, il se trouve aussi à une distance A de la partie supérieure de la console. Donc, ici, le point G, il se trouve à cette distance A de la partie supérieure. Ça, c'est ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Ici, c'est un petit peu plus précis. Alors, il reste encore deux autres forces, bien sûr. Il y a la force qui est exercée par la force de soutien, en fait, qui est exercée par le mur. Donc, le mur, ici, il est vertical, bien entendu. Donc, il va exercer une force de soutien qui est perpendiculaire au mur, la surface qui est verticale, c'est-à-dire une force horizontale. Et cette force horizontale, elle s'exerce au point d'appui, ici. Donc, on a ici cette force de soutien S
horizontale et le poids qui est vertical. À ça, il reste une dernière force, qui est évidemment la force qui va s'exercer sur le crochet. Le crochet, il est au point là en haut. Et donc, cette force, on imagine bien qu'elle doit être un petit peu dirigée vers le haut. Et puis, comme la tendance de la console, c'est de basculer, eh bien, elle doit aussi un petit peu être dirigée vers la droite. Donc, on va la représenter comme ça. On l'appelle F. Et puis, comme on n'a aucune indication justement sur sa direction, eh bien, on va la déterminer, cette direction. Et donc, pour ça, on va introduire un angle alpha, qui est l'angle que fait cette force par rapport à l'horizontale. Alors ici, on a donc 3 forces qui agissent. Il n'y a pas d'autre force puisqu'il n'y a pas de force de frottement. Donc, une force de soutien au point d'appui, une force F au crochet, et puis une force qui est le poids, là où, au centre de gravité de la console. Et puis c'est tout. Alors, maintenant, il y a une dernière chose que je n'ai pas encore dessinée, c'est ce fameux côté C, qui est la distance entre le crochet, ici, là, le point où il y a le crochet, et le point d'appui. Ça, c'est la grandeur C. Donc ça, c'est des choses qui sont censées être connues. Les distances, et puis les distances, et puis la masse, en fait. Alors, je vais garder ça comme ça. Alors, premièrement, la console est immobile. Donc, elle doit répondre aux 2 conditions d'équilibre qui sont la première, somme des forces égale 0, et la deuxième, somme des moments de force égale 0. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'occuper des moments, c'est-à-dire de la deuxième condition d'équilibre. Donc là-dedans, sur ces 3 forces, eh bien, il faut déterminer les moments de force par rapport à un point qu'on peut choisir de manière arbitraire. On peut choisir ce point comme on veut, puisque en réalité, la console, elle ne bouge pas. Donc, elle n'est pas en train de tourner autour d'un axe de rotation. Donc, cet axe de rotation, concrètement, il n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut le choisir n'importe où. Alors, étant donné que la force F qu'il y a ici, on ne la connaît pas, donc on ne connaît ni sa norme, ni sa direction, eh bien, je vous propose de s'affranchir justement de cette force F en choisissant le point par rapport auquel on va déterminer les moments, comme étant justement le point d'application de cette force F. C'est le point qu'on appelle ici O. Et donc, c'est par rapport à ce point O qu'on va déterminer les moments de force. Alors, les moments de force, il y a un certain nombre de forces qui ont tendance à faire tourner la console dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et puis un certain nombre de forces qui ont tendance à faire tourner la console dans le sens des aiguilles d'une montre. La force F, par rapport au point O, elle n'a aucun effet. Donc, il ne reste que les 2 autres, c'est-à-dire P et S. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de P? Eh bien, P, si on regarde les choses, alors je vais arrêter avec tout ça, je vais recommencer. Si je redessine P ici, voilà, et que maintenant, en vert, je dessine un vecteur qui représente le point d'application de P par rapport au point O, qui est ici. Eh bien, cette force P, elle a tendance en fait à faire tourner la console dans le sens inverse des aiguilles. Elle a tendance à la faire basculer dans le sens que j'ai dessiné avec cette flèche. Donc, le moment des forces qui font tourner la console dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le moment du poids. Alors, ce poids, il agit à une certaine distance, pour la R par exemple, à une certaine distance R du point O. Mais en plus de la distance, il y a un angle qui intervient. Alors, cet angle, c'est cet angle-là. Donc, normalement, d'après la formule, on devrait écrire que le moment est égal à P fois R fois le sinus de l'angle. Ça, c'est la définition du moment de force. Et maintenant, cet angle, gamma, on le retrouve ici. Et donc, si on s'intéresse à ce qui se passe dans ce triangle, eh bien, on voit qu'en réalité, cette composante que je vais dessiner en rouge, c'est-à-dire R fois sinus gamma, c'est en fait le côté opposé ici à l'angle gamma dans le triangle, c'est-à-dire le côté B. Ça, c'est égal à B. Donc finalement, ça revient à écrire P fois B.
Et comme P, ben, c'est mg, hein, c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur. En définitive, le moment des forces qui font tourner la console du côté, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, s'écrit tout simplement mg fois B. C'est ce qu'il y a ici. Alors maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe de l'autre côté. Il y a quels sont les moments qui font tourner cette fois la console dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors P, on a déjà utilisé, ça ne peut pas être cette force-là. La force F, elle n'a aucun effet hein, par rapport à l'axe de rotation qui serait O. Donc la seule qui reste, c'est évidemment la force de soutien. Et effectivement, quand on regarde la force de soutien, eh bien, son point d'application étant au point d'appui, là en bas, ici, qu'on peut représenter par un vecteur ici en vert par rapport au point O, hein, justement, et bien dans ce cas-là, on voit effectivement que la force S, elle a tendance à faire tourner la console dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, calculons le moment de cette force. Le moment de cette force, il est assez simple à calculer, en fait. Hein. Le moment de la force, enfin, le moment qui fait tourner, je vais y arriver, hein. Hop, voilà. Le moment qui fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est égal à la force S fois la distance qu'il y a ici, c'est-à-dire C en fait, fois le sinus de l'angle qu'il y a entre la direction du vecteur vert et la direction du vecteur rouge qui est S. Cet angle-là, c'est évidemment un angle droit, puisque le mur est vertical et que la force S, elle est perpendiculaire. Hein. Là, c'est perpendiculaire. Donc, c'est 90 degrés. Donc, il faut multiplier par sinus de 90 degrés. Et sinus de 90 degrés, eh bien, ça fait 1. Donc, du coup, il reste S fois C. Et c'est l'expression que vous avez là en bas. Pour faire simple, hein, avec ces histoires, on peut considérer que finalement, B, la longueur B qu'il y a ici, c'est le bras de levier de la force de pesanteur par rapport au point O. B, c'est le bras de levier. Et puis, de même que c'est C, cette longueur-là, par rapport à S, eh bien, c'est aussi le bras de levier de S. Donc, comme on a vu dans la théorie, eh bien, on n'a qu'à multiplier les forces par leur bras de levier. D'ailleurs, j'avais fait cette petite remarque ici. Hein. Le bras de levier de P et B, hein, celle qu'on a ici. Pour C, c'est presque, ça saute aux yeux, mais pour l'autre, c'est déjà moins évident. Donc maintenant, on a ces deux moments de force. La condition d'équilibre numéro 2, elle dit que les moments de force qui font tourner dans un sens, la somme des moments de force qui font tourner dans un sens est égale à la somme des moments de force qui font tourner dans l'autre sens. Donc maintenant, j'en ai deux. J'ai celui-là, mg fois b, qu'on retrouve là. Ça doit être égal à ce qui fait tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire S fois C. S fois C ici. Donc, quand on a cette égalité, eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Si on veut trouver la force de soutien, il suffit de diviser par C et on trouve cette expression. La force de soutien sera égale à mg fois B sur C. Donc, à partir de là, si vous connaissez la masse M et que vous connaissez les dimensions B et C, ce qui est le cas hein, en principe, eh bien, du coup, vous pouvez calculer S. De même, évidemment, P égale M fois G. Si on connaît la masse, on peut connaître P. Les directions sont connues. Donc, pour P et pour S, c'est réglé. On a ce qu'il faut. Maintenant, celle qui nous reste à établir, c'est la force F ici. La force qui s'exerce sur le crochet. Là. Alors, cette force, vous voyez, elle n'apparaît pas dans les moments, hein, puisqu'on a fait exprès de choisir le point O, le point d'application de F, comme étant le point par rapport auquel on détermine les moments de force. Donc, il faut utiliser autre chose que les moments de force pour déterminer cette force en question. Alors, autre chose, c'est la première condition d'équilibre. La première condition d'équilibre, elle dit somme des forces, P plus S plus F, hein, il y en a 3, égale 0. C'est la loi de la statique en quelque sorte. Alors maintenant, ce que je propose de faire ici, c'est de choisir un système d'axes. Donc parmi ces 3 forces, que je redessine encore une fois en rouge, il y en a 2 qui sont perpendiculaires entre elles, c'est le poids
est la force de soutien, puisque le poids est vertical, ouais, et puis la force de soutien est horizontale. Donc, on a intérêt à choisir, des axes qui sont, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qui sont verticaux et horizontaux comme PS. Ma foi, pour F, ce sera plus compliqué et il faudra faire intervenir l'angle alpha ici. Alors moi, j'ai choisi les axes, si je ne me trompe pas, un petit peu différemment de ce qu'il y a dans le corrigé, mais ça ne change rien, puisque de toute façon, il n'y a pas de bons axes et de mauvais axes. J'ai choisi un axe X horizontal, dirigé vers la droite, et un axe Y vertical, dirigé vers le haut. Alors là-dedans, on peut regarder quelles sont les composantes de P. P, c'est assez simple à déterminer les composantes. Selon X, c'est 0, et puis selon Y, c'est moins P, puisque P va vers le bas et que Y va vers le haut. En ce qui concerne la force de soutien, selon X, la force de soutien elle est négative, puisqu'elle va dans le sens opposé à X, elle va vers la gauche, tandis que X va vers la droite. Donc, moins S selon X, et puis la force de soutien étant horizontale, sur un axe vertical Y, la composante est nulle. Finalement, il nous reste la force F. Alors, la force F, comment l'exprimer? Je vais utiliser un peu une autre couleur, là. Je vais utiliser du rose. Si vous utilisez du rose, vous voyez que la force F ici, sa composante selon X, elle est là. Ça, c'est la composante F selon X. C'est-à-dire, par rapport à l'angle alpha, ici, il s'agit de l'angle adjacent. Donc, qui dit adjacent dit cosinus. C'est la raison pour laquelle la composante X de F, c'est F fois le cosinus de l'angle alpha. Positif, puisque F part de là et finit là, donc selon l'axe X, ça part de là et ça finit là. Ça va vraiment dans le sens, en direction de la droite, comme l'axe X. La composante selon Y, eh bien, elle est là. Il faut procéder de manière analogue. Ici, ça c'est F selon Y. Et cette composante ici, c'est la même que le côté qui est là, qui est le côté opposé. Donc, qui dit côté opposé dit sinus, donc F fois sinus alpha. Encore une fois, la force F commence ici et finit là. Donc, selon l'axe Y, elle commence là et elle finit là. Ça va donc vers le haut, comme Y. Donc, plus. Ici, c'est comme si on mettait des plus à chaque fois. Alors maintenant qu'on a déterminé toutes ces composantes, je vais effacer un peu tout ça, tout ce chenille là, et puis je vais descendre un peu dans le corrigé, et puis on va regarder ce qu'on peut faire avec ces composantes en les insérant en réalité dans la deuxième loi, dans la première condition d'équilibre, qui est donc la loi de la statique. Donc, le poids, P, si je regarde ce qui se passe sur X, j'ai 0 sur X et puis moins P sur Y. En ce qui concerne la force de soutien, j'ai moins S sur X et puis 0 sur Y. Et puis donc finalement, là j'ai écrit ça comme ça, mais écoutez, on va s'en affranchir. Ça en réalité c'est Fx et puis ça c'est Fy. Peut-être qu'on les utilise après, peut-être pas. Donc j'ai tout simplement écrit, je vais quand même mettre une autre couleur, Fx, Fy. On ne les connaît pas, mais on sait qu'on pourrait les écrire comme ça, mais finalement ça ne nous arrange pas tellement non plus puisque on ne connaît ni F ni alpha. Donc pour l'instant on va garder Fx et Fy. Alors, en prenant donc ces expressions et en les nettoyant un petit peu, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien là on enlève le 0, là aussi on obtient que Fx est égal à S. Et puis le S, on l'a déjà eu tout à l'heure, il est là en dessous, c'est mg fois b sur c. Donc on peut calculer Fx, si on connaît m, b et c. Maintenant, si on regarde ce qui se passe pour l'équation sur y, il nous reste moins p plus fy égale 0, donc on en déduit que fy égale p. Et comme p c'est m fois g, si on connaît m, on peut le calculer également. Donc on peut calculer fx et fy, c'est des choses qu'on connaît. Alors à partir de là, je choisis d'écrire le vecteur f de cette manière-là. Et dans cette écriture, vous voyez qu'il y a mg qui apparaît en haut et en bas.
Donc, on peut le sortir du vecteur. Ici, je le sors, c'est une grandeur. Hein. Et puis, donc, il reste en haut B sur C, qu'on retrouve ici. Et puis, en bas, eh bien, mg fois 1, en fait, hein, d'où le 1 qu'il y a ici. Ça, c'est une manière d'écrire. Mais ça ne nous renseigne ni sur la norme, ni sur l'angle. Donc, comment faire pour trouver ces choses-là, hein? Eh bien, on va continuer. Hein, pour calculer la norme, on applique évidemment le théorème de Pythagore. C'est ce que j'ai fait juste là en dessous. Voilà. Donc, la norme de f, c'est fx au carré plus fy au carré, le tout à la racine. Fx carré, c'est mg fois b sur c. Donc, on met mg fois b sur c au carré. Fy, ça c'est le fx. Fy, c'est mg. Donc, on le met au carré ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on obtient à la fin une grandeur qu'on peut calculer. Hein. En fait, vous avez le mg qui apparaît ici et ici. Donc, vous pouvez sortir. Et puis après, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste b sur c au carré. Donc, b carré sur c carré, en fait. Et puis ici, c'est c fois 1, hein, donc plus 1. Comme on a une racine au-dessus de tout ça, on peut encore sortir le mg carré de la racine, ce qui va nous rester mg fois, alors ici, il nous reste b carré sur c carré plus 1, le tout à la racine. Ça, c'est égal à b carré plus c carré sur c carré. C'est ce que j'ai écrit là. Et donc, au final, on peut encore sortir le c carré de la racine et donc garder la racine uniquement sur le numérateur, sur b carré sur c. Et puis donc, le c carré devient c tout court en dessous. En définitive, on peut donc de ce fait calculer la norme du vecteur f, son intensité. L'intensité de cette force qui s'applique sur le crochet, elle est donnée par mg fois racine de b carré sur c carré, le tout sur c. Et encore une fois, si vous connaissez B, les grandeurs B et C, et que vous connaissez la masse, eh bien vous pouvez calculer F. Alors, il nous reste une dernière chose à évaluer, c'est l'angle alpha, hein, en fait. Alors, cet angle alpha, comment est-ce qu'on peut le calculer? Eh bien, on peut le calculer de la manière suivante. Quand vous regardez ces deux expressions que je vais quand même utiliser, fx égale f cos alpha. Et puis fy égale f sin alpha. Si maintenant vous faites fy sur fx, qu'est-ce que ça donne? Fy, c'est f sinus alpha. Puis fx, c'est f cos alpha. Donc les f se simplifient. Il reste sinus alpha sur cos alpha. Et ça, c'est la tangente de l'angle alpha. Ce qu'on va utiliser, c'est que la tangente alpha est égale au rapport fy sur fx. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, fx, c'est, on le voit ici, hein, c'est mg, ça c'est fx. mg fois b sur c, qu'on retrouve donc encore ici. Et puis fy, attendez, j'ai fait une erreur là. J'ai fait une grosse erreur en fait. Ouais, j'ai fait une erreur en fait. Hein. Là, il y a une faute dans le cours. Hein. Il y a une faute dans le cours. Pas dans le cours, dans ma résolution. Je m'excuse hein, pour cette petite erreur. Donc, je vais refaire le calcul ailleurs. Hein. Ici, c'est faux. Il faut mettre en réalité, ça c'est fy et ça c'est sur fx. Donc maintenant, fy, c'est mg. Donc ici, il faut mettre mg. Et puis fx, que je vais mettre en vert, ici, c'est mg sur bc, fois b sur c. Donc ici, il faut mettre mg fois b sur c. Alors, le mg tombe là aussi, et à la fin, on ne trouve pas ça, on trouve 1 sur
B sur C, c'est-à-dire C sur B en réalité, C sur B. Et donc maintenant, ça c'est égal à la tangente alpha. Donc pour trouver l'angle alpha, eh bien, il faut faire la tangente inverse, non pas de B sur C, mais de C sur B. Pardon.